Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec et comme tout le monde en 2020, je fais un podcast pour le monde d'ici puis pour le monde d'un peu plus loin aussi parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Sœur Lise Tanguay, qui est une sœur augustine, et pas n'importe quelle, c'est la sœur supérieure générale de l'Ordre des Augustines de la Miséricorde de Jésus. Les Augustines qui ont occupé dans l'histoire du Québec une place prépondérante, vraiment importante. Et j'ai voulu rencontrer puis parler avec Sœur Lise Tanguay parce que je l'ai rencontrée pendant que j'étais en campagne électorale. On a parlé du projet du monastère des Augustines qui est en train de se transformer et qui est un super bel exemple de patrimoine, autant patrimoine vivant que de transformation de patrimoine bâti. Puis on a eu vraiment un beau moment où à plusieurs moments j'ai été émue, j'ai vraiment venu me chercher. Fait que je me suis dit, il faut absolument que je la retrouve puis puis qu'on puisse jaser. Sœur Lise Tanguay, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Je voudrais que vous me racontiez, avant qu'on rentre dans votre vie à vous, rapidement, là, c'est quoi l'importance, l'histoire des Augustines puis la philosophie dans l'histoire? C'est bien. Alors, les Augustines, bien, nous sommes les fondatrices de l'hospitalisation en Nouvelle-France. Fait que c'était vous, les hôpitaux? Exactement, oui. Nous sommes arrivés le 1er août 1639, en compagnie, bien sûr, des Ursulines aussi. Il y avait 3 Augustines, 3 Ursulines. Elles venaient pour l'éducation et nous pour l'hospitalisation en Nouvelle-France. Vous êtes les ancêtres des services publics? Tout à fait, tout à fait. Oui, les bases de l'hospitalisation en Nouvelle-France, c'est nous. Puis vous êtes devenue infirmière dans les années 60. Vous êtes devenue aussi sœur Augustine dans les années 60? Oui, oui. Moi, j'ai fait mon cours avant d'entrer, mon cours d'infirmière, et je suis entrée en 1965. Donc, vous êtes arrivé dans un chambardement. Il y avait en même temps les hôpitaux qui, tout à coup, étaient gérés par l'État. Oui. C'était devenu c'était les institutions publiques. Puis en même temps, il y avait les Augustines, qui étaient des sœurs cloîtrées. Oui. Qui, là, ça se laquait, là, comme oui, pour dire. Avec la fin du concile, il y a beaucoup de changements qui sont survenus. Donc, nous autres, nous étions plus cloîtrés comme tels. Mais il reste qu'on garde la mentalité de monastique. Hein? On vit dans un monastère. Alors, quand on rentre à un endroit, on irait jusqu'à la fin de notre vie. Alors, si on est demandé pour aller servir ailleurs, bien, on peut accepter, mais sinon, on reste au même endroit toute notre vie. Alors, moi, je suis ici depuis 55 ans. Vous vivez au monastère, ici, au centre-ville de Québec, depuis 55 ans? Oui, exactement. Je suis de Québec même, alors, oui. Fait que, non, je suis très heureuse de ça. Ça fait, 55 ans de stabilité ici au monastère. Évidemment, j'ai été appelée pour servir quelques années au sein de la Fédération canadienne et on demeurait sur le chemin Saint-Louis à ce moment-là, mais j'ai toujours gardé mon appartenance à l'Hôtel-Dieu de Québec. Oui. Puis, c'est quoi la philosophie? Vous avez parlé des valeurs monastiques, du mode de vie monastique, mais c'est quoi la philosophie derrière les soins qui est portée par les Augustines encore jusqu'à aujourd'hui? Bien, pour nous, le malade, c'était la raison d'être de l'hôpital, des soins. Alors, tout ce que nous faisions, l'horaire que nous avions, le malade était toujours au centre de ces préoccupations-là. Alors, pour nous, là, c'était l'hôpital, c'était aussi comme notre famille, les malades, les parents des malades. Et je pense que c'était très important. On parle beaucoup aujourd'hui de l'approche holistique. On ne savait pas ce mot-là avant, là. On l'apprend, c'est un mot plus moderne, mais on le vivait. Alors, on soignait le malade, mais on avait une attention particulière aussi pour la famille, parce que le malade, il se situe dans un environnement, puis l'environnement est important aussi. Alors, on réalise aujourd'hui que tous les concepts là, qui développent, ben, les bases, on les savait, on les vivait, on ne savait pas trop comment... On n'avait pas de nom pour mettre ça, mais c'était un vécu. Puis c'est holistique, oui, la personne, le malade et son entourage, mais c'est aussi tous les aspects de la personne. Tous les aspects de la personne, physique, spirituel, psychologique, tout était considéré, ça formait vraiment un tout. Puis pour vous, c'était considéré déjà comme ça, comme un tout? Vous n'aviez pas dans votre tête des colonnes séparées de sa santé psychologique, la santé physique? Ça allait comme ensemble? Ben oui, parce que quand des fois tu as un problème physique, ça influence le psychologique. Hein? Et puis, alors, non, il fallait considérer tout pour voir les interactions. On est une composante
très, très importante. Tout l'être, hein? Tout se touche. Hein? Vous avez juste mal le bout du doigt, là, ben ça vous influence le caractère des fois. Et oui. Hein? Alors, là, ça influence le monde autour de vous. Oui, là, exactement. Alors, on voit que tout se tient. Là, si c'est un problème familial, ben c'est sûr que ça influençait le malade. Ça pouvait influencer même sur l'évolution, le cours de sa maladie, puis vice-versa. La maladie du malade bouleversait la famille. Alors, tu sais, il fallait vraiment voir là, tout... C'était comme d'emblée, là, de voir le malade dans son environnement. Puis qu'est-ce qui est arrivé Donc, il y a eu une tendance dans les décennies qui ont suivi de compartimenter puis de mettre ça dans plein de petites cases différentes. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez vécu à travers toutes ces années-là. Quel changement vous avez vu? Bien, je pense qu'au plan technologique, là, il y a eu puis des spécialités qui se sont développées. Là, tu sais, à mon spécialité cardiologique, pulmonaire, système digestif. Alors, on a eu des... Puis ici, c'est un hôpital, en fait, universitaire, très spécialisé. On a toujours les 3 missions de soins, enseignement et recherche. Hein. Ça a toujours été très fort ici. Alors, on a vu l'évolution des techniques. Moi, j'ai connu les cas de cancérologie dans les années 60. Là. On n'avait pas grande médecine pour les soigner. Là, il y avait des calmants et tout ça. Mais je voyais, on n'avait rien qui pouvait apaiser ou prévenir des complications de la maladie, les métastases ou quelque chose comme ça pour les soulager. Mais aujourd'hui, avec toute la médication qu'il y a, on prévient ces complications-là. La chimio est très développée. Ils étaient tellement malades au début, alors que maintenant, des fois, ça se passe très bien. Puis il y a des guérisons, puis même des prolongations importantes. Alors, on a été témoins là, vraiment de toute l'avancée des technologies. Puis pourtant, on disait, nous autres, qu'on était toujours à la fine pointe de l'excellence dans les techniques et tout ça, parce que nos médecins allaient étudier en Europe. Mais ils étudiaient ce qu'il y avait à ce moment-là. Ben oui, à cette époque-là, c'était ça. À cette époque-là, c'est la pointe. Dans les années 50, 60, et puis... moi, je me souviens d'avoir utilisé mon cours d'infirmière, les siphons qu'on appelait, là, qui, quand un malade est opéré, puis on mettait un drainage thoracique et tout ça, c'était 2-3 bouteilles, puis il ne fallait pas se tromper d'un tube et tout ça maintenant. Et mon Dieu, ça devait être stressant. Une petite machine électrique, c'est la même chose pour le rein artificiel. Le premier le rein artificiel qui est installé ici dans les années, fin des années 60, c'était comme un tambour de laveuse. Maintenant, c'est à peine une petite machine. Mais c'est intéressant de voir l'évolution de ça. Puis écoute, c'est merveilleux. Là. Tout ce qu'on peut dire, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Puis on voit quand même qu'à travers tout ça, on veut retrouver une approche vraiment là, globale pour le malade. Oui, là, en ce moment, il y a vraiment ça. D'ailleurs, ici, en ce moment, il y a un projet pour l'Hôtel-Dieu. Oui, un projet pour l'Hôtel-Dieu. C'est pas parce que l'Hôtel-Dieu, là, comme on sait, pour ceux qui ne savent pas, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, c'est le premier hôpital en Amérique au nord du Mexique. Là. Alors, tu sais, il y avait été question, c'est quelque chose. Là. Ben oui. Et puis, il y avait été question, à un moment donné, quand ça a transféré... Là, parce que là, ça s'en va tout à l'enfant Jésus. Oui, ça s'en va tout à l'enfant Jésus. Et il avait parlé ici au début, il ne savait pas trop, là, faire un édifice à bureau et tout ça. Alors, nous autres, on a dit un instant, là. Je pense que l'histoire a ses droits. Et on devrait être fiers de ça. C'est le premier hôpital en Amérique au nord du Mexique, là. Puis il est toujours à la même place. On est toujours sur le même site, nous autres, de 1639. On n'a jamais changé de place, là. Si vous regardez dans les plans, l'évolution et tout ça, on a toujours été sur le même site. Alors, je pense que c'est très significatif à l'intérieur des murs, à part de ça. Mais là, vous prévoyez qu'il va continuer à y avoir dans ces locaux-là une mission de soins. Une mission de soins, important pour oui. Ça nous a été assuré qu'il y aurait une mission de soins. Elle n'aura pas l'envergure qu'elle avait, mais quand même, je pense que ça va être un service qui va rendre à la population, là, qui va être vraiment en faveur pour la population. Oui, on est très contents de ça. Ce dont les gens entendent parler quand ils entendent parler du système de santé. Oui. Ce dont on entend parler dans les médias, c'est juste des choses négatives. Et quand on écoute aussi les travailleuses du milieu de la santé, ça n'a vraiment pas l'air facile. Ça donne pas le goût. Ça donne pas le goût aux jeunes de se lancer là-dedans. Ils parlent beaucoup de burn-out, de temps supplémentaire obligatoire, de qu'ils ne se sentent pas respectés, d'impossibilité de parler de leurs conditions de travail
à l'extérieur, en public, ou même sur leur Facebook, où ils n'ont pas le droit de parler. Ouais. Ils sont dans une situation vraiment pas facile. Puis le système de santé a eu des meilleurs jours. Il a déjà été mieux financé, mieux organisé, tout ça. Si on avait, là, mettons qu'on était là, des magiciens, là, puis on avait la possibilité de repenser tout ça à partir de zéro là, pour que ce soit tout simplement mieux là, pour les malades, mais aussi pour les travailleuses, qu'est-ce qui devrait être mis en avant? C'est quoi les principales valeurs, les principales choses? Quand on pense à prendre soin des malades, prendre soin des gens aussi, des fois des personnes âgées, c'est pas juste des malades, mais c'est quoi le plus important là-dedans? Bien, le plus important, ça demeure évidemment le malade. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il faut donner au personnel les moyens d'être proche du malade et puis de le remettre au centre des préoccupations. Il y a eu, à un moment donné, des coupures drastiques dans le système de santé. On a envoyé beaucoup de personnes à la retraite. Puis c'est comme s'il y avait une coupure. Parce que, tu sais, une personne qui part à la retraite, là, ils partaient, nous autres, dans le temps, une à une et tout ça. Alors, on avait le temps de faire la passation. Mais là, il y a un lot de personnes qui sont parties à la retraite avec toute une expérience incroyable qu'elles avaient. Puis ça a fait vraiment une coupure dans le système dans de la santé. passation? Ouais. Dans la passation du oui, savoir, je pense aux soins nursing et tout ça. Là, ça a fait vraiment une... Et puis à un moment donné, bon, ça a été vraiment un manque, je pense. On a de la misère à rattraper ce manque-là. Et le travail est immense. Immense. Moi-même, j'ai été hospitalisée à un moment donné, puis j'ai été très surprise de la qualité des soins que j'ai reçus. C'est pas parce que j'étais religieuse, ils ne le savaient pas, rien, mais les jeunes sont bien formés au plan technologique et tout ça. Mais mon Dieu, qu'elles sont prises par toutes ces technologies-là, puis le malade est au bout, là, tu sais, puis à un moment donné, ben... Il n'y a plus assez de temps, il n'y a plus assez de... Ben, je pense qu'il n'y a pas assez de monde pour répondre à tous les besoins adéquatement. Fait que donc, après avoir tout géré les machines, pour parler simplement, il faudrait qu'il y ait le temps aussi de là, pas courir aux patients suivants parce qu'ils en ont un certain nombre. Ils sont surchargés. C'est clair et net que le personnel est surchargé actuellement. Puis en bonne volonté, puis quand tu t'embarques pour faire un cours d'infirmière, ben, c'est parce que tu as le goût de prendre soin des autres. Puis elles sont déçues à un moment donné parce qu'elles sont prises vraiment accaparées par toutes les technologies. Mais c'est correct, les technologies, il en faut. Mais il n'y a pas assez de monde pour répondre à tous ces besoins-là. Moi, je pense que c'est ça le problème. Parce que tu as des gens de bonne volonté, des jeunes qui s'engagent dans ça, à un moment donné, ils viennent essouffler, ils viennent décourager, il y a du burn-out. Tu sais, on a fait ici dans le projet un cercle de rencontres entre des jeunes infirmières et des infirmières retraitées ou sur le point de l'être. Et elles se rencontraient, puis c'était tellement intéressant. Des infirmières plus anciennes pouvaient partager leur expérience avec les plus jeunes. Et les plus jeunes disaient... C'est merveilleux de pouvoir se rencontrer. Une elle dit, moi, elle dit, après mon travail, j'étais tellement fatiguée, je me dis, j'ai-tu le courage d'aller à cette réunion-là? Ben, je suis tellement contente, ça m'a tellement fait de bien. Puis, ils partageaient entre eux autres ce qu'ils vivaient. Hein? Alors, elle dit, nous autres, elle dit, on est à travailler à l'urgence. Elle a dit, nous autres, c'est à journée longue, c'est le stress. Ça n'arrête pas. On arrive à la maison le soir, elle dit, c'est les devoirs, c'est le souper, c'est les enfants, c'est le mari. Elle dit, il faut quand même s'en occuper. Donc, ce qu'on a vécu dans la journée, là, on l'a vécu, là. On recommence le lendemain matin. Alors, elle dit, à la longue, ça fait un stress, on vient, on n'en peut plus. Les soignants eux-mêmes tombent malades. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on voulait créer un lieu de rencontre pour les soignants ici. Qu'elles aient la possibilité de partager ce qu'elles vivent. Parce que c'est trop vite, la vie. C'est vite partout. C'est vite partout. Alors, tu n'as jamais le temps quasi d'assimiler profondément ce que tu vis. Et puis, ou de pouvoir le partager. C'est pas évident. On parle beaucoup ces temps-ci d'accélération du temps dans les sociétés modernes.
On dit, ça s'est beaucoup accéléré. Il y a même des gens, ils calculent un peu, là, autrefois, on a perdu 2 heures de sommeil par nuit depuis les années 60. Il y a plein d'indicatifs qui sont capables de dire ça va de plus en plus vite. Moi, je pense que ça joue pas juste sur le soin que les infirmières vont porter aux malades ou que les professeurs vont porter aux enfants, ou puisqu'on va tous plus vite, donc on est tous plus compressés dans nos journées, dans nos semaines, c'est aussi le soin naturel entre 2 personnes, entre 2 voisins, d'enfants à parents âgés, qui prend le bord, on laisse pour la fin s'il reste du temps, mais il ne reste jamais de temps. Exactement. Puis ça, c'est toute la notion de soin dans une société, qui est dans le fond, c'est aussi, on pourrait dire, c'est un partage. Tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Exactement. Avez-vous senti cette accélération-là, puis l'effet sur la bonté, le partage, le soin? Bien, c'est sûr qu'on l'a ressenti. Peut-être pas pour nous personnellement, parce que on peut dire qu'on est la plupart retirés des hôpitaux depuis les années 90. Fin des années 80, là, vraiment, les sœurs se sont retirées, elles étaient âgées et tout ça. Mais on voit à l'hôpital encore visiter des gens et puis tout ça, on le voit comment ça se passe. Là. Puis on se dit, mon Dieu, on ne sera plus capable de suivre ce rythme-là. Ben oui, c'est peut-être, on voit ça avec nos yeux et l'âge qu'on a, là, mais on se dit, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je les trouve courageuses, moi, celles qui s'engagent dans ça, puis qui... c'est vraiment, on disait, c'est une vocation, mais je les regarde aller, puis je me dis, c'est vraiment ça encore pour eux autres aujourd'hui, même si elles ne mettent pas ce nom-là, parce qu'il y aurait tellement d'autres possibilités. Mais on sent qu'elles ont un goût, une attirance pour aider l'autre, pour aider les autres personnes. Et on est tellement consciente de ça que quand on a créé le projet, ici, qu'on a développé le projet, on voulait faire une place importante aux soignants et aussi aux aidants naturels, aux accompagnateurs de malades. Alors, dans la charte de la fiducie qu'on a créée pour remettre tout ce patrimoine-là à la fiducie du patrimoine culturel des Augustines, on a créé, à l'intérieur de la charte de la fiducie, on a réservé, et c'est bien inscrit, d'avoir continuellement 8 lits pour les accompagnateurs de malades et les aidants naturels. Pour que les gens qui viennent avec eux aient aussi une place. Voilà. Et parce que c'est de plus en plus, là, ils sont appelés à prendre soin de leurs malades parce qu'ils sortent vite de l'hôpital. Hein? C'est une porte tournante. Là. Puis ceux qui sont opérés pour le cœur, 3 jours après, tu es rendu à la maison. Là. Quelque chose, ça. Alors, c'est quelqu'un à la maison là, qui reçoit les malades et tout ça. Puis les cas d'Alzheimer, les cas de... et souvent, c'est gardé, les gens les gardent à la maison le plus longtemps possible, mais c'est beaucoup de personnes qu'on rencontre ici là, qui sont aidants pour un conjoint. Puis eux aussi ont besoin de soins, c'est ça? Qui ont besoin de soins, qui ont besoin de se retrouver. Alors, on disait, ici, c'est le lieu de mémoire, le monastère des Augustines, une expérience en soi. C'est sûr que c'est une expérience de venir au monastère des Augustines, dans un monastère. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le monastère, c'est aussi une auberge, comment on appelle ça? Il y a une hôtellerie monastique. Une hôtellerie, c'est ça. Tout le monde peut venir ici se ressourcer ou juste prendre une nuit d'hôtel normal? Oui, il y a 65 chambres, dont 30 chambres... Elles sont toutes super belles, elles sont magnifiques. 30 chambres authentiques, qui sont les anciennes cellules des religieuses, et 35 chambres plus contemporaines, là, avec les commodités, sauf que il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de radio, il n'y a rien dans les chambres pour distraire. Les gens qui viennent ici, ils viennent pour vivre une décompression, si tu veux, vivre une expérience en soi. Alors, dans un monastère, une expérience en soi, mais intérieurement aussi une expérience en soi. Hein? C'est un lieu d'accueil ouvert à tout le monde, là, ici, là. Peu importe la race, la culture, la religion. C'est un lieu où les gens sont invités à venir pour se ressourcer, se recueillir, c'est-à-dire se cueillir à nouveau. On leur demande à l'arrivée, s'ils le veulent bien, de mettre de côté leur cellulaire, leur tablette électronique, puis vraiment là, d'essayer de vivre là, quelque chose avec eux-mêmes. Se retrouver, c'est vraiment ça. Et puis, il y a même, on a aussi l'hébergement monastique, mais il y a la restauration aussi consciente qui appelle, là, qui est bio, qui est vraiment une bonne restauration. Et il y a des espaces aussi pour... aller on a le jardin d'été, c'est magnifique. Les gens vont lire au jardin.
vont méditer au jardin. Souvent, ils viennent à la prière parce que nous autres, la chapelle est au cœur de ça. C'est ouvert, c'est pas... nous autres, on y va le matin pour les prières de l'eau, de l'office, puis la messe, puis on y retourne le soir pour les vêpres. Souvent, les gens passent, ils nous entendent chanter, ils rentrent, ils s'assoient. Vous priez encore tous les jours? Tous les jours, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Disons que c'est l'essence essentielle pour nous, dans notre vie, oui. Le temps de prière, ça a toujours été... on fait 1 heure d'adoration par jour, de méditation. On a la prière de l'office divin le matin, le soir. On est mandaté par l'Église. On est un ordre canonial, alors régi par des règles, la règle de Saint-Augustin. Et on relève directement de Rome, nous autres, comme ordre. Et puis, on est au nom de l'Église, on nous demande de prier matin et soir l'office divin. Alors, c'est des psaumes, c'est des prières d'intercession. On prie pour les malades de l'hôpital, on prie pour les intervenants de toutes sortes, on prie pour les hommes politiques, les femmes politiques, on prie pour tout le monde. Fait que c'est à la fois une sorte de devoir, c'est à la fois une sorte de devoir, puis à la fois un autre type de recueillement. Oui, de ressourcement essentiel pour nous, là, tu sais. Alors, tout ce qu'on... Même on écoute les nouvelles. Moi, je disais aux sœurs, il ne faut jamais écouter les nouvelles comme en curiosité. Il faut les écouter pour être capable de porter ce qu'on entend, ce qu'on voit dans la prière. Tu sais, c'est notre mission d'offrande, là. C'est vraiment notre mission fondamentale comme religieuse, là. Accueillir et porter dans la prière ce qu'on vit, ce qu'on entend. Et ça permet de décanter aussi. Parce qu'on est inondé d'images, inondé de sons, partout. Tu ne peux pas aller nulle part sans... Puis je me souviens, au début, quand on faisait le concept ici, là, on était réunis avec des architectes, puis il y avait des étudiants d'architecture et tout ça. Puis il y en a un, il dit, ouais, puis il dit, moi, j'entendrais une petite musique, là, il dit, dans les corridors du monastère. Je dis, non, t'es dans un monastère ici. Ce que tu dois entendre, c'est le silence. Ou les planchers qui craquent. Tu sais. Mais j'ai dit, non, c'est vraiment là, pas... On n'a pas besoin de remplir, on veut justement pas remplir. Exactement. Ça. On veut au contraire faire le vide pour retrouver de l'espace. Oui, mais un vide créatif, là, qui va faire que tu vas trouver d'autres choses en toi, là. Tu sais, parce que on enfouit tellement de choses avec le bruit, puis la musique, puis là, tu sais, on ne peut pas aller nulle part sans... Tu vas dans un centre d'achat, tu entends la musique, tu prends un taxi, tu entends la musique, c'est partout. J'ai même l'impression c'est comme si on avait un petit murmure intérieur qui, pour certains, vont venir de, je sais pas, mon âme, d'autres vont dire, des personnes plus croyantes peuvent dire c'est peut-être Dieu, d'autres, des personnes qui croient pas vont dire c'est ma petite voix intérieure, tu sais. Voilà. Mais c'est comme si on avait un murmure, mais qui était toujours là, mais qui avait pas une voix très forte. Puis, dès que l'environnement est trop stimulant, on n'est plus capable d'entendre. Même, on peut s'habituer à ne plus l'entendre. Oui, puis même, je remarque des fois, certaines personnes finissent à avoir peur de l'entendre. Oui. Ils veulent pas. Tout de suite, ils vont arriver chez eux, ils vont se dépêcher, ils seront pas bien s'il n'y a pas une télé allumée, s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut qu'ils remplissent tout le temps, ça devient... Et puis même moi, à certaines occasions, j'ai cette pensée-là de je veux me retrouver, mais des fois, les réflexes, c'est de continuer à remplir puis à en rajouter toujours plus. Puis... Quand on fait le calme, là, tu sais, on parle de soins depuis le début, tu sais, c'est comme si le premier soin, c'est l'écoute. Puis que là, d'être capable d'écouter ce murmure-là, qui est aussi, tu sais, déjà ça, c'est comme être capable d'être en état de soin. Puis déjà là, on peut plus le faire aussi avec la prochaine personne qui vient, tu sais. On s'écoute, on va écouter l'autre aussi, pour vrai, là. C'est comme un entraînement de... Exactement, oui. Puis c'est ça que les gens... une belle expérience que les gens font ici, c'est ça. Je me souviens, une fois, je suis retournée au cœur dans la journée, à la chapelle, et je suis arrivée, puis il y avait une madame en arrière, puis elle pleurait, là, vraiment, là, ça coulait. Ça fait que quand je suis sortie, je me suis approchée d'elle, j'ai dit, est-ce que je peux vous rendre service? Ça va être de la peine? Elle dit, non. Elle dit, j'ai pas de peine. Elle dit, je pleure de joie. Elle dit, je viens de découvrir quelque chose. Elle dit que j'avais caché depuis longtemps, puis ça ressort. Elle dit, je suis tellement contente. Ben là, j'ai dit, ma journée est faite, moi, là, tu sais. J'ai dit, parfait, c'est atteint. C'est ça qu'on veut faire. Puis on a des personnes bénévoles qui viennent ici juste pour écouter
les personnes qui viennent, les aidants naturels, les accompagnateurs de malades, sont là pour les écouter. Souvent, ils vont nous appeler. Une madame qui aimerait ça parler avec une religieuse. On est moins nombreux, on reste 4 ici, là. 5, puis celle qui est le noviciat. Alors, on dégage quelqu'une pour aller, oui, rencontrer la personne qui veut parler, qui veut s'exprimer. Mais c'est vraiment un lieu pour se cueillir à nouveau, puis pour mieux repartir. Tu sais, mon année, quand on est essoufflé, puis on prend une journée de congé, puis après ça, on repart. Oui. Tu sais? Oui, ben oui. Moi, quand je travaillais à l'hôpital, c'était ça, mes journées de congé, là. Personne, j'allais au repas, mais à part de ça, personne ne me voyait, là. J'allais marcher dans la nature. Je faisais du bicycle à un moment donné aussi. Là. Je partais le matin de bonne heure, je m'en allais en bicycle. Ça me faisait tellement bien. Là, un voyage. Tu sais, dans la nature et tout ça, ça nous refait. Puis là, après ça, ben, on est comme neuf. Ça ne prend pas grand temps. Puis on est comme neuf pour repartir. Mais si on ne prend jamais le temps, on vient comme intoxiqué. Intoxiqué par ce besoin de bouger, de faire quelque chose, d'entendre. On n'est plus capable de s'arrêter. Mais même des fois, je remarque chez beaucoup de mes concitoyens et moi-même, plein de mes amis, qu'on n'est plus capable de s'arrêter, puis même on se sent coupable quand on s'arrête. On se sent comme si... C'est ça. Puis pourquoi? Tu sais, je me dis, voyons, qui nous met... Pourquoi on se sent coupable? D'habitude, quand on se sent coupable, il y a quelque chose qu'on est là, on se sent coupable de ne pas produire, de ne pas être... C'est ça, c'est exactement. Oui. Oui, il faut être délicieusement inutile à un moment donné. Oh oui, ça fait partie. Oh, j'aime ça. J'adore. Ben, c'est ça. C'est la façon pour être capable de vivre plus vieux. T'es en santé, hein? Oui, je crois à ça. Oui. Moi, j'aimerais avoir votre avis vraiment personnel de sœur Augustine, de soignante, mais de vous, là. Oui. Tu sais, vous regardez autour de vous, les humains qui sont là dehors ici, ou ceux que vous rencontrez, ceux que vous voyez. Comment vont les gens de chez nous? Ben, sais-tu que c'est une question de 1000 $, ça? C'est pas facile à répondre, là. Il faudrait que je pense plus pour te répondre à ça, là. Mais c'est une question globale, là. Ouais. Ben, moi, je trouve qu'on est gâtés, puis je pense que les gens le reconnaissent aussi. Quand tu as des échos, j'entends des fois des échos des gens sur le système de santé. Ben là, moi, je chialais avant, la personne disait ça dernièrement, moi, je chialais sur le système de santé, mais là, j'ai été pris en charge par le système de santé, fait je peux plus. Je peux plus avoir des remarques négatives, c'est tellement extraordinaire. Fait que, tu sais... il y a des choses qui vont très mal, mais on parle juste de ce qui va très mal. Exactement. Alors, il y a des choses ça va bien, quelqu'un, tu sais, des fois, des grosses opérations qui, prises à temps, vont sauver la vie de quelqu'un, qui demandent plusieurs spécialistes. Puis regarde tous les services publics qu'on a quand même. Tu sais, on est gâtés. Hein? On est vraiment, là... on est porté continuellement là, sur la main avec bien des services qui nous sont offerts. Ah oui, des fois, je vais à la bibliothèque, puis je fais juste regarder ça, puis je me dis, on s'est offert ça. Il y a plein d'enfants ici qui viennent se cultiver. Il y a un petit spectacle de musique à telle heure. C'est quand même... Il y a des choses qui ne marchent pas bien, mais il y a des choses qui... oui, regarde, au niveau des arts, de la culture, il y a une effervescence là, incroyable. Il y a des belles choses qui se vivent, hein? Des belles choses. Puis, je suis allée voir dernièrement la pièce au diamant, là, le 8. Oui, 8 petites. Avez-vous aimé ça? Je ne l'ai pas vu. Beaucoup. Oui. Puis, j'ai été vraiment très impressionnée par la technologie. On vit une belle époque, tu sais. Veux pas, là, on est gâtés, puis on est choyés, là, à tout point de vue. Regardez juste les marchés d'alimentation, là, quand vous y allez. Tu sais, c'est la variété de... Mais moi, je trouve, par exemple, là-dessus, qu'on a de tout, c'est vrai. Mais tu sais, avant, là, on a perdu certaines traditions. C'est simple, je vais te parler des bleuets. Tu peux manger les bleuets maintenant l'année longue. Mais avant, tu mangeais les bleuets au mois d'août. C'était la période de manger les bleuets. Tu mangeais les framboises, les fraises, les framboises, juin, juillet. Tu sais, il y avait... Attends, je te ça l'année longue. À Noël, tu peux manger des fraises. C'est dommage, ça. Ben, tu sais, je trouve que tout est comme sur le même. Il y avait des surprises qui étaient
on attendait ça. Ah oui. On attendait ça, là. Oui. Ces mois-là, c'est pas mauvais, là. Mais c'était associé au mois, à la C'était couleur associé, du mois. oui. Alors que là, c'est tout le standardisé. temps. Oui, c'est tout le temps, tu sais. Alors, ce qui fait peut-être qu'on apprécie moins des choses. On est peut-être devenus un peu des bébés gâtés. Oui, on est décalé un peu par rapport au cycle de la nature, moi, je trouve. Mm-hmm. Tu sais, c'était le printemps, puis après ça, c'était l'été, puis l'été, on avait tous les bons fruits, tout ça. Bon, c'est pas mauvais d'en avoir à l'année longue, c'est pas ça que je veux dire. Non, je comprends. Mais je veux dire on est comme décelé là, par rapport à tout ça. C'est à l'année longue, c'est tout le temps. Alors, il y a un danger dans ça, puis c'est ça dans d'autres domaines, il y a un danger de devenir blasé, là, tu sais. On l'a tout. Puis, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont moins avantagées, là, puis on voit que les banques alimentaires font un gros travail là-dessus. Oui, Là, oui. ouais. Mais moi, c'est ça. Tu sais, on est. Je veux dire, en général, je pense que les gens se portent bien. Et peut-être qu'ils pourraient se porter mieux si le rythme de vie était moins essoufflant, effrayant. Fait que ce qu'on souhaiterait pour l'avenir, ça serait du temps puis plus de temps moments de vivre. vivre. Oui, avoir le moment de vivre aussi ce qu'on a à vivre, là, soit comme individu, comme famille aussi, là, tu sais. On parle beaucoup de la conciliation travail-famille, mais c'est pas pour rien, parce qu'à un moment donné, c'était comme perdu, ça, là, tu sais. Alors, s'il n'y avait pas eu ça, le travail ça. aurait continué d'empiler les heures. Exactement, puis garder les congés parentaux aussi, là. Ben c'est important parce que quand ils travaillent, les gens avant, là, ben, il n'était pas question de ça. La mère de la famille était à la maison, puis le père arrivait tous les soirs à 5 heures. Là, il n'y avait pas à faire de conciliation travail-famille, mais c'est changé maintenant. Alors, on a institué ça pour essayer. On essaie de faire du rattrapage sur des choses, là, tu sais, sur un mode de vie qu'on a perdu. Mais on veut retrouver l'essentiel. Puis ça, je trouve que c'est très positif aussi. Oui, on veut retrouver l'essentiel. Oui. Il y a des gros mouvements, puis le monde y pense beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'expression, on parle beaucoup de « j'ai du temps libre aujourd'hui, j'ai du temps libre cette semaine ». Mais c'est beau, ça, temps libre. C'est comme, tu sais, tantôt, je disais que des fois, quand on a du temps libre, on se sent coupable. Mais en fait, si tu te libères de cette culpabilité-là, le temps libre, c'est du temps vraiment libre. Puis là, c'est tous les besoins d'affectivité, de voir des amis, de jouer de la musique, de faire toutes ces choses-là improductives d'un point de vue, disons, de l'argent ou de la croissance. Là, toutes ces choses-là qu'il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça. Ça a une valeur juste si c'est partagé avec d'autres. Ça, pour moi, c'est ce qui peut peut-être parvenir à faire qu'on soit moins blasé, justement, puis moins un peu... C'est comme si on était un peu sonné par l'époque, là, tellement ça va vite. Alors, non, je pense que notre monde se porte bien. C'est sûr que des sociétés parfaites, il n'y en a pas. Mais je pense qu'on n'a pas à se plaindre ici, nous autres, là, pour... l'entourage et tout le confort qu'on peut avoir là, à tous les niveaux, là, c'est incroyable. On est comme les fourmis, en fait, dans l'histoire de la fable. Une fois qu'on a tout ce dont on a besoin, là. Fait que là, on peut en profiter. Oui. On peut se calmer, mais on peut en profiter. Oui, exactement. On a assez de richesses, même on aura assez de richesses pour tout le monde au Québec. Quand on voit tout ce qu'il y a, exactement. On n'a plus besoin d'aller courir, d'en avoir toujours plus. Il faut mieux la partager, mieux vivre notre temps. Puis, tu sais, je me dis, on sent aussi qu'on n'a plus de respect, je dirais, les uns envers les autres pour ce que nous sommes. Puis ça, il faut toujours faire attention, par exemple. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a eu la Révolution tranquille. Bon, tout était comme rejeté, puis de côté. Puis là, on dirait qu'on revient avec on redécouvre les valeurs de base. On redécouvre disons que la personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente comme telle. Ça, je pense que c'est important aussi. Je trouve qu'il y a un beau retour. Et puis, nous autres, on voit ici la majorité d'une centaine de personnes qui travaillent jour, soir, nuit là, au projet de l'autre côté. Là. Mais c'est des jeunes, la majorité. Là. Écoute, la moyenne d'âge, ça doit être 30 ans maximum. Là, puis tout ça. Mais il y a tellement une belle complicité entre eux autres puis nous autres. Là, c'est incroyable. À un moment donné, je dis aux sœurs, ils nous prennent pour des grands-mères. Là, puis ils sont fins, ils nous entourent puis tout ça. Mais ils vous aiment. Mais ils aiment ça, oui. Puis ils aiment ça parler avec nous autres, parler de notre vie. Et puis ils nous ont demandé même au début
On faisait des dîners-causeries avec eux autres. On en fait encore d'ailleurs, mais peut-être pas tous les mois, pour que venez nous parler de votre vie, venez vous parler. C'est quoi pour vous autres la prière? Puis c'est des gens là, qui ont souvent n'ont pas été élevés non plus dans le... Ils connaissent pas ça du tout. Ils connaissent pas ça du tout. En même temps, on n'a pas, puis c'est ma génération, on n'a pas non plus ce regard anti-religion qui est assez répandu au Québec. Oui, comme si c'était absolument juste du mal. Ouais. Il y a eu des choses vraiment mauvaises qui ont été faites. Ouais. Puis moi, je trouve que même c'est plus les abus qu'il y a eu, c'est plus la politique. Quand la politique rentre dans les institutions religieuses. Oui, exactement. Mais la spiritualité, là, c'est plus ça. Puis la spiritualité, que tu l'exprimes de n'importe quelle façon, ou que tu la vives à ta façon, c'est super important dans la vie des gens. On a besoin de toutes les grandes questions, le rapport à l'immensité, au passé, à l'avenir, au temps. C'est ça. Les humains se sont de tout temps posé ces questions-là. On a de tout temps voulu trouver une connexion avec le monde, avec le... Puis, mais je trouve que la jeune génération, là, sont très ouverts. Mais on n'a pas vécu les mêmes traumatismes que les générations plus âgées. Exactement, c'est ça, oui. C'est comme dans les familles, à un moment donné, il ne faut pas juger nos familles avec le regard d'aujourd'hui. C'est sûr que c'était pas toujours parfait non plus, puis la façon d'élever les enfants, puis tout ça. Mais il faut voir ça avec le regard des années, de ces années-là, mais maintenant, aujourd'hui. Mais c'est justement les jeunes, ils n'ont pas justement ce traumatisme-là que d'autres ont pu vivre là, dans une époque beaucoup plus rigide et sévère, là. Mais c'est vraiment intéressant. Il peut s'instaurer des beaux dialogues, là, tu sais. Ah, je suis sûre. Ah oui, là, tu sais, c'est les deux extrémités de la vie, dans le fond, tu sais, la jeunesse puis la... Puis moi, des fois, je me dis, ça se peut-tu? Je suis rendue à 77 ans. Mais tu sais, la première fois, quand les aînés, une personne âgée une personne aînée de... Hey, j'ai dit, au stage, j'ai dit, on est dans le groupe, là, nous autres. Je suis vieille! Je suis vieille! Tout d'un coup, je réalise que je suis vieille. Vous avez réalisé ça à 77 ans? Ah, ben, 75 ans, là, quand, bon, à un moment donné, c'est les personnes âgées, une personne âgée de 75 ans, puis les aînés de 75 ans, ben, vous étiez toujours dans le groupe, là, nous autres. Mais ça fait du bien, hein? Ça fait... Moi, je trouve qu'on a un gros manque du point... on s'ennuie de l'intergénérationnel. Ça a déjà été, justement, dans des époques où le monde avait plus de temps, peut-être. Oui. Où, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses plus positives, comme vous aviez dit, mais en même temps, ça, là, moi, j'ai une mère qui a le même âge que vous, j'ai des sœurs qui ont 20 ans de plus que moi, j'ai des nièces qui ont 10 ans de moins que moi, puis là, on est toute une gang dans ma famille, il y a du monde à tous les âges. Puis ma mère est un modèle, mais mes grandes sœurs aussi sont d'autres modèles différents. Oui, puis là, je les vois vieillir, ils ont dans la cinquantaine, ma mère a 70 ans, puis je les trouve belles, je les trouve fortes, ils continuent d'évoluer, sont curieuses, puis c'est des belles femmes au sens large, là, tu sais, pour moi, c'est une inspiration, parce que si j'avais pas ça, je me dis, j'aurais quoi? J'aurais juste... C'est quoi les modèles de femmes qu'on voit? C'est toutes des femmes de 18 ans. Ouais. Tu sais, je veux dire, le modèle de femme, c'est des magazines, les films, les pubs, c'est juste des jeunes filles. Fait qu'on se dit, au-delà de ça, c'est comme si je m'inspire de quoi? Tu sais, on a besoin de modèles tout au long de notre vie. Puis je vois des femmes plus vieilles. J'ai aussi 2 vieux profs de théâtre qui m'ont beaucoup inspirée, là, puis qui sont comme mes parents d'un point de vue artistique. Puis je les vois encore, puis je les trouve beaux. Puis je me dis, quand je vais avoir 75 ans, je veux y ressembler. Tu sais, ça, je trouve ça vraiment important. Puis je remarque aussi, avec les plus jeunes, que même si j'ai juste 37 ans, j'ai déjà une petite envie de passation qui naît, puis qui grandit, puis qui va sûrement continuer à grandir à mesure que je vais vieillir. Mais j'ai autant besoin d'être inspirée par les plus vieilles et plus vieux que moi que de transmettre des choses aux plus jeunes, aux enfants, aux ados. Tu sais. Puis ça, c'est un bonheur, c'est une richesse. Tu sais, on a tous envie de vivre ça, je pense. Exactement. Oui. Tu sais, avant aussi, dans les familles, les grands-parents étaient proches aussi, hein? On vivait pas loin de nos grands-parents. Alors, il y avait toujours une communication. Moi, ça n'a jamais été un problème de parler à une personne âgée. Et quand j'étais jeune, c'était normal. Puis, tu sais, je me disais... puis surtout quand il était très respectueux de ce qu'on pouvait vivre, les jeunes. Tu sais, on avait toutes sortes de projets. Puis
Mais je comprends ça aujourd'hui parce que moi, je les écoute, là, puis je me dis, bon, c'est bien, ils sont chanceux, ça. J'ai pas le goût de vivre ça pendant tout, moi, là. Ah ouais? Non. Moi, je suis contente de ce que j'ai vécu. Je suis contente de l'âge que j'ai aujourd'hui, où je suis rendue. Mais je trouve ça intéressant de les entendre, de voir un petit peu leurs projets. Puis là, je les trouve courageux parce que c'est pas évident aujourd'hui, là, on s'entend. Mais surtout qu'on parlait du domaine hospitalier tantôt, mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau. C'est ce qui nous sépare. Il y a un bagage d'expérience qui nous sépare. Puis ça nous permet de voir ça avec des yeux admiratifs. Et puis, on a envie de dire, ben bonne chance pour le reste de ta vie, là, tu sais. Puis, sois heureuse comme moi, je l'ai été, là. C'est ça, tu sais. C'est donc bien. Ouais. C'est touchant. C'est un beau mot de la fin. Demain, ça ira mieux. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, après qu'on ait eu terminé d'enregistrer le balado avec Sœur Lise, on s'est mis à jaser encore plus librement de spiritualité. Puis en écoutant Sœur Lise qui me disait « C'est dommage aujourd'hui que la spiritualité soit devenue quelque chose de louche, quelque chose qui soit comme accolé à l'image d'une secte ou du monde un peu pété ou un peu trop parti, ou etc. » Parce que c'est un besoin fondamental de l'être humain, ou c'est une expression de l'humain qui a fait partie de nous depuis les débuts de ce qu'on appelle l'être humain. Là, les anthropologues pourront nous en parler, les archéologues peuvent nous en parler, toute l'histoire humaine, c'est tissé autour d'histoires, autour de mythes, puis autour de croyances qui remplissent la vie de sens. Et la perte de ce sens-là dans les sociétés modernes, dans l'accélération extra rapide de la vie aujourd'hui, nous fait mal à tout le monde. Ça, c'est aussi quelque chose que des savants pourront vous nommer, des psychologues, des gens de la santé, mais aussi des gens comme Sœur Lise qui ont une expérience profonde, réelle, concrète et particulière de la spiritualité, puis du soin spirituel, mais aussi de l'entraînement spirituel à l'intérieur de soi. Pour moi, prendre soin, c'est aussi prendre soin de la spiritualité de quelqu'un. Puis on est dans un moment de l'histoire où c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement aride. C'est comme si la source de sens que la spiritualité nous donnait jusqu'à récemment s'est tarie, puis on a beaucoup de difficultés à créer, à remplacer, à mettre du sens dans nos actions, dans nos décisions de vie, dans nos journées. Et ça crée une réelle détresse chez l'être humain. Je sais qu'on n'en est plus à retourner à avoir des grandes religions, à se rencontrer à l'église pour prier le petit Jésus. C'est plus comme ça que ça va se produire maintenant. On espère non plus pas tomber dans une époque où tout le monde aura sa spiritualité, mais où il y aura plus de lien entre les humains à travers cette spiritualité-là. Parce que la spiritualité, c'est comme l'art. Si c'est pas partagé, le sens n'est pas très, très fort. Mais on s'en va vers où de ce côté-là? Qu'est-ce qui, dans l'avenir, juste devant nous, se dessine, qui pourra prendre soin de nos âmes, de notre psychologie, de notre corps, finalement, de toute notre personne, incluant chaque partie de son être, et non pas seulement le clinique, le corps, les maladies, comme on le voit maintenant. Même si la religion qu'on a vécue ici dans l'histoire du Québec ou d'autres religions qui ont été vécues par des gens issus de l'immigration, par exemple, sont plus fortes comme elles l'ont déjà été. Puis il y a des très bons côtés à ça. On sait que l'Église a pas juste des choses positives sur son record, mettons. Mais il y a des valeurs extraordinaires qui ont fait partie de ces religions-là, qui font encore partie de ces religions-là, puis qui ont perduré quand même, que nos parents, nos grands-parents ont tenu à nous passer. Puis ces valeurs-là, je sais pas comment on fait pour s'assurer qu'elles soient transmises, qu'elles soient célébrées, qu'elles soient honorées. Des valeurs d'entraide, des valeurs de soins, d'écoute, de présence, de communauté aussi. Des valeurs de prendre le temps de ne pas courir à gauche et à droite comme des poules pas de tête par appât du gain ou du statut social, mais se poser des grandes questions en communauté, ensemble, sur où on veut aller, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut nourrir, protéger, etc.
Fait que j'espère que des gens comme Sœur Lise et d'autres, il y en a d'autres ambassadeurs, on a entendu Gilles Kegel il y a pas longtemps dans une autre balado, que ces gens-là qui sont des passeurs de valeurs, des passeurs de culture et qui sont capables de prendre ce qu'il y a de bon dans une religion pour l'amener dans la modernité en l'adaptant aux réalités d'aujourd'hui. J'espère qu'on va leur donner plus de place, j'espère qu'on va avoir plus envie de les entendre, puis qu'on va se laisser inspirer par eux. Moi, je pense qu'on en a profondément besoin. Alors, bon été, ne souffrez pas trop de la chaleur, trouvez-vous une rivière quelque part, une piscine, une petite gang d'amis, puis jouissez du temps libre libéré s'il y en a, j'espère. Demain il fera beau. Alléluia, le soleil sur ta peau.